Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le sujet du bassin obstétrical. Ce cours est dispensé pour les étudiants en DCEM2, année universitaire 2024 à 2025. Nous allons explorer l'anatomie, l'intérêt clinique et les méthodes d'exploration du bassin obstétrical. Commençons par une introduction générale. Le plan du cours est structuré en 5 parties principales. Nous commencerons par une introduction, puis nous aborderons l'intérêt de la question. Ensuite, nous étudierons l'anatomie clinique du bassin, en nous concentrant sur les détroits supérieurs et inférieurs, ainsi que sur l'excavation pelvienne. Enfin, nous explorerons les méthodes d'examen clinique et radiologique du bassin. Le bassin obstétrical est une ceinture osseuse située entre la colonne vertébrale et les membres inférieurs. Il est formé par la réunion de 4 os, les 2 os iliaques en avant et latéralement, le sacrum et le coccyx en arrière. Ces os sont reliés par 4 articulations, dont 3 sont des symphyses, la symphyse pubienne en avant, les symphyses sacro-iliaques en arrière et latéralement, et l'articulation sacro-coccygienne en bas. L'étude du bassin obstétrical est cruciale car la traversée du bassin par le fœtus constitue un moment essentiel de l'accouchement. Cela implique que le bassin doit avoir une conformation et des dimensions adaptées au passage du fœtus. L'évaluation du pronostic obstétrical repose sur une bonne connaissance de l'anatomie du bassin, ainsi que sur des examens cliniques et paracliniques. Le bassin obstétrical correspond au petit bassin des anatomistes. Il se compose de 3 parties principales, le détroit supérieur, l'excavation pelvienne, et le détroit inférieur. Chacun de ces étages correspond à un temps de l'accouchement. Nous allons maintenant détailler chaque partie. Le détroit supérieur est le plan d'engagement de la présentation fœtale. Il est formé par le bord supérieur de la symphyse pubienne, les crêtes pectinéales, les lignes innominées latéralement, et le bord antérieur de l'aileron sacré en arrière. Sa forme est comparée à un cœur de carte à jouer, avec un arc antérieur régulier et 2 arcs postérieurs séparés par la saillie du promontoire. Les diamètres du détroit supérieur sont essentiels pour évaluer la perméabilité du bassin. Le conjugué anatomique mesure 11 cm, le transverse maximal 13,5 cm, et les diamètres obliques 12 cm. Les diamètres obstétricaux, utilisés lors de la traversée du détroit supérieur, sont légèrement plus petits en raison des parties molles. Les diamètres obstétricaux sont les mesures utilisées par la présentation fœtale lors de la traversée du détroit supérieur. Ils correspondent aux diamètres anatomiques, mais sont réduits par la présence des parties molles. Parmi eux, le diamètre conjugué vrai, aussi appelé diamètre promonto-rétropubien ou diamètre sagittal utile de Pinard, mesure environ 10,5 cm. Il est évalué cliniquement par le toucher mensurateur. Un autre diamètre clé est le diamètre sagittal postérieur de Thom, mesuré au milieu du diamètre transverse maximal jusqu'au promontoire. Il est normalement de 5 cm. Si ce diamètre est inférieur à 4 cm, cela indique une saillie du promontoire, un signe de mauvais pronostic obstétrical, pouvant compliquer l'accouchement. Nous allons examiner les indices du DS, en particulier les indices de perméabilité. Premièrement, l'indice de Magnin est évalué. Ensuite, pour le conjugué vrai additionné au transverse médian, un PC est considéré comme favorable si sa valeur est supérieure à 23. En revanche, il est réservé si cette valeur est inférieure à 20. L'excavation pelvienne est la région anatomique où la présentation fœtale effectue sa descente et sa rotation. Elle est limitée en haut par le détroit supérieur et en bas par le détroit inférieur. Elle est formée de 4 parois, antérieures, postérieures, et 2 latérales. Les épines sciatiques, situées sur les parois latérales, rétrécissent l'excavation dans le sens transversal. La forme est celle d'un segment de tore de 11 à 12 cm de diamètre, présentant un rétrécissement à la jonction des 2 tiers supérieurs et du 1 tiers inférieur, marqué par la saillie des épines sciatiques. Celles-ci réduisent l'excavation transversalement, définissant le diamètre bisciatique. Le détroit moyen se situe au niveau des épines sciatiques. Nous allons maintenant aborder les diamètres de l'excavation. Tout d'abord, les diamètres sagittaux, le sacropubien inférieur, qui s'étend de l'extrémité inférieure du sacrum au pôle inférieur du pubis, mesure entre 11 et 11,5 cm.
Le diamètre oblique antérieur relie le bord inférieur de la symphyse pubienne à l'épine sciatique, tandis que le diamètre oblique postérieur s'étend de l'épine sciatique jusqu'à la pointe du sacrum. Enfin, le diamètre transverse biépineux, aussi appelé bisciatique, est une mesure clé, estimée entre 10 et 11 cm. Le détroit inférieur est l'orifice inférieur du bassin, constitué du bord inférieur de la symphyse pubienne, de la pointe du coccyx et des branches ischio-pubiennes. Sa forme est losangique, avec un grand axe antéro-postérieur. Les diamètres importants incluent le diamètre antéro-postérieur, 9,5 cm, et le diamètre transverse, 11 à 12 cm. Passons maintenant à la forme et aux dimensions. Le périnée a une forme losangique, avec un grand axe antéro-postérieur. Il est constitué de deux plans, séparés par la ligne bischiatique, un périnée antérieur et un périnée postérieur concernant les diamètres. Le diamètre antéro-postérieur, aussi appelé sous-coxo-sous-pubien, mesure 9,5 cm, mais peut atteindre 11,5 cm après la rétropulsion du coccyx lors du passage de la présentation. Le diamètre transverse, ou bischiatique, relie les faces internes des tubérosités ischiatiques et mesure entre 11 et 12 cm. L'exploration du bassin est essentielle pour évaluer les dimensions de la filière pelvienne et déterminer si un accouchement par voie basse est possible. Cette exploration se fait par un examen clinique, complété si nécessaire par des examens paracliniques comme la radiographie ou l'IRM. L'examen du bassin est une étape essentielle du suivi de grossesse. Il doit être effectué au cours du 3e trimestre, et classiquement, il est réalisé lors de la consultation du 8e mois. Cet examen repose sur deux approches complémentaires, des prises de mensuration externes, permettant d'évaluer les dimensions du bassin. Un toucher vaginal dit profond, utilisé pour analyser différents paramètres essentiels. L'examen clinique du bassin doit être réalisé au cours du 3e trimestre de grossesse, généralement lors de la consultation du 8e mois. Il comprend un interrogatoire pour rechercher des antécédents médicaux ou obstétricaux évocateurs d'une anomalie du bassin, ainsi qu'une inspection et une palpation pour évaluer les dimensions pelviennes. Lors de l'évaluation du bassin, il est essentiel de prendre en compte les antécédents obstétricaux. On s'intéressera à plusieurs éléments, la parité, les modalités d'accouchement, le poids des nouveau-nés, toute notion d'accouchement dystocique ou de mort en travail d'un point de vue clinique. Si la patiente a déjà accouché d'un enfant de plus de 3000 grammes, il est classiquement admis que son bassin est normal. L'examen clinique du bassin commence par une inspection minutieuse. Plusieurs éléments sont évalués, la taille, une stature inférieure à 1,50 m peut être un indice de suspicion d'anomalie du bassin. La pointure des chaussures, qui peut également apporter des indications. L'aspect morphologique général, avec la recherche de signes tels qu'une scoliose, une gibbosité ou encore une claudication. Enfin, la longueur des membres inférieurs est examinée, afin de détecter une éventuelle asymétrie. La pelvimétrie externe inclut la mesure du diamètre prépubien de Tria, qui est la distance entre les deux plis inguinaux, et le losange de Michaeli, qui donne des informations sur la morphologie du bassin. La mesure bischiatique, réalisée avec un ruban métrique, est également un indicateur important. L'évaluation du losange de Michaeli se réalise chez une patiente en position debout. Ce losange est défini par 4 points de repère anatomiques, le sommet du pli interfessier, l'apophyse épineuse de la 5e vertèbre lombaire et les 2 fossettes cutanées, situées en regard des épines iliaques postéro-supérieures. Ces dimensions sont également évaluées. Une hauteur comprise entre 10 et 12 cm, une largeur transversale d'environ 10 cm. L'évaluation du diamètre bischiatique repose sur la technique de Tarnier, une méthode de référence. Pour cela, la patiente est placée en position gynécologique. L'examen se réalise à l'aide d'un ruban mètre, maintenu par les 2 pouces, qui sont appliqués sur la face interne des ischions. Le diamètre bischiatique correspond à la distance entre les 2 pouces, à laquelle on ajoute 2 cm pour tenir compte de l'épaisseur des parties molles. Sa valeur est généralement d'environ 11 cm. La pelvimétrie interne est réalisée par un toucher vaginal explorateur. Elle permet d'évaluer la concavité sacrée, la position du promontoire et les dimensions des parois latérales de l'excavation pelvienne. Cet examen est crucial pour déterminer la capacité du bassin à permettre un accouchement par voie basse. Lors de l'examen clinique du bassin,
Plusieurs éléments doivent être évalués, le suivi des lignes innominées, elles doivent être normalement perçues uniquement sur les 2/3 antérieurs. L'étude de l'arc antérieur du bassin, un repère essentiel pour l'évaluation morphologique. Enfin, l'exploration de la face postérieure du pubis, en analysant sa hauteur et sa forme. Lors de l'examen du bassin, plusieurs éléments doivent être appréciés, les parois latérales de l'excavation, en recherchant la présence des épines sciatiques et une éventuelle saillie pouvant influencer le passage. La mobilité de la pédale coccygienne, un paramètre clé pour évaluer la souplesse du bassin. Enfin, l'ogive pubienne, dont la situation et une éventuelle étroitesse doivent être soigneusement analysées. L'exploration radiologique du bassin est indiquée en cas d'antécédent d'accouchement dystocique, de traumatisme pelvien ou de malformation. Les techniques incluent la radiopelvimétrie conventionnelle, la scanographie et l'IRM. Chaque méthode a ses avantages et inconvénients en termes de précision, d'irradiation et de coût. L'examen du bassin peut être complété par une radiopelvimétrie conventionnelle, qui repose sur 3 clichés principaux. Le cliché de profil, il correspond à la coupe sagittale du bassin et permet de mesurer les diamètres sagittaux. Il permet également d'évaluer le sacrum, ainsi que la corde et la flèche sacrée. Le cliché de face, il donne une vue d'ensemble du contour osseux et permet de mesurer les diamètres transverses médian, maximal et oblique. Enfin, un 3e cliché est utilisé pour mesurer les diamètres bisciatiques et biischiatiques. La pelvimétrie par scanographie est une technique d'évaluation du bassin réalisée avec la patiente en décubitus dorsal, un coussin placé sous les lombes pour un meilleur positionnement. Cette méthode présente plusieurs avantages, une exécution rapide, permettant un gain de temps considérable. Une grande facilité de mesure, offrant une précision accrue. Une réduction de l'irradiation, grâce à l'utilisation de seulement 2 clichés. La pelvimétrie par IRM est une autre méthode d'exploration radiologique. Elle présente l'avantage de ne pas exposer la patiente à des rayonnements ionisants et permet des mesures directes et précises. Cependant, cette méthode a des inconvénients, notamment une durée d'examen plus longue et un coût plus élevé. Elle est donc généralement réservée à des cas spécifiques où une grande précision est nécessaire.